Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les livres les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! La maison d'édition AB Publishing présente Thomas J. Stanley et William D. Danko, Le millionnaire d'à côté. Les étonnants secrets des riches américains. Lu par Bertrand Modet. Cher auditeur, ce livre contient un fichier avec des informations supplémentaires. Vous le trouverez sur notre site ab-publishing.net. Bonne écoute. Pour Janet, Sarah et Brad. 1 million de Noël, 1 milliard de 4 juillet. Thomas J. Stanley. À mon épouse bien-aimée, Connie, et mes enfants adorés, Christy, Todd et David. William D. Danko. Cette publication est conçue pour fournir des informations précises et faisant autorité en ce qui concerne le sujet traité. La vente est faite étant entendu que ni l'auteur ni l'éditeur ne fournissent de services juridiques, de placement, de comptabilité ou d'autres services professionnels. Si des conseils juridiques ou d'autres conseils d'experts sont nécessaires, il faut faire appel au service d'un professionnel compétent. Tous les noms présents dans les études de cas contenues dans ce livre sont des pseudonymes. Avant-propos. La première édition du Millionnaire d'à côté, The Millionaire Next Door, a fait sensation dans les rayons des librairies en octobre 1996. Au mois de janvier 1997, il était clair que le sujet touchait la corde sensible du public, puisque le livre figurait pour la première fois sur la liste des meilleures ventes du New York Times. Il y restera pendant 179 semaines consécutives et se vendra à plus de 3 millions d'exemplaires dans plus de 8 langues à travers le monde. Le succès fou de Le millionnaire d'à côté a donné naissance à une multitude d'ouvrages similaires, dont beaucoup ont servi à promouvoir la cause de la littérature sur les finances personnelles et la responsabilité. La différence entre Le millionnaire d'à côté et de nombreux livres qui ont suivi réside dans ses recherches approfondies. Les conclusions du millionnaire d'à côté sont basées sur des données du monde réel, y compris des enquêtes menées auprès de plus de 14 000 personnes sur les riches américains. En effet, les recherches que mon père a poursuivies dans le domaine au cours des 20 années suivantes ont confirmé la thèse originale. Par du travail acharné, de la persévérance, l'économie et le temps, les ménages peuvent devenir riches même sans avoir des salaires à 6 ou 7 chiffres. Le principe directeur est simple. Dépensez moins que ce que vous gagnez et investir la différence pour qu'elle puisse fructifier avec le temps. L'importance de la recherche souligne également l'impact de certaines décisions de vie, comme le choix du conjoint, de la carrière et de l'endroit où vivre, pour se constituer un patrimoine. Ces conclusions confortent la vision de mon père sur les finances. Trouvez votre passion, travaillez dur, économisez pour l'avenir et finalement, profitez des fruits de votre travail avec vos amis et famille. Mon père a écrit Le millionnaire d'à côté en pensant à certains lecteurs. Il voulait éclairer la personne en fin d'études universitaires et qui poursuit une carrière dans un domaine qui lui semble lucratif, vente, droit, médecine, comptabilité, gestion d'affaires, mais qui était enchaîné à une vie de consommation ostentatoire. Il avait compris que cette personne se sentait piégée, mais ne voyait pas pourquoi. Il voulait aussi alerter contre ceux qui ne font qu'être riches, peut-être en cachant leur dépendance à l'égard des aides économiques familiales. Il a écrit le livre pour la femme qui a fait des études, qui a une carrière à mener et qui est prête à choisir son futur mari. Au fur et à mesure qu'elle fait la connaissance de sa famille, elle se rend compte que son prince charmant n'est qu'un personnage de fiction habillé pour le rôle par sa famille qui l'a rendu dépendant. Est-ce que n'importe qui peut suivre les principes présentés et devenir riche? Peut-être, et oui. Mon père a dit clairement dès le premier jour qu'il y a une condition nécessaire pour se construire un patrimoine. Lorsque les besoins fondamentaux d'une personne ne sont pas assurés par un revenu, il peut être difficile d'épargner ou d'investir. Plus spécialement ceux qui vivent de salaire à salaire, alors qu'ils permettent à peine de couvrir les dépenses de nourriture et de logement, et qui auront du mal à devenir financièrement indépendants.
les obstacles à la création de richesses sont plus importants et par conséquent, l'effort et la discipline requis sont beaucoup plus grands que pour ceux qui ont déjà un revenu moyen ou supérieur à la moyenne. Cependant, comme beaucoup l'ont fait savoir dans leurs lettres et courriels, ce n'est pas impossible. Ces lecteurs déclarent qu'il y a plus d'espoir dans sa propre capacité que, par exemple, dans sa dépendance continue à l'égard des aides gouvernementales ou bien à la loterie. Les préceptes de base décrits dans Le Millionnaire d'à côté, lors de sa sortie, sont encore plus pertinents aujourd'hui. Il est plus facile de savoir ce que les Jones consomment en 2016 qu'en 1996. Et il faut donc encore plus d'autodiscipline pour éviter de se laisser entraîner dans la course aux dépenses. Pas besoin de spéculer sur le mode de vie hyper-consommateur de vos amis et collègues. Vous pouvez voir chaque achat en temps réel sur les médias sociaux. Nouvelle voiture, nouvelle maison, école privée, rénovation, vacances, accessoires et cadeaux de luxe offerts et reçus sont partagés, tweetés et épinglés devant le monde. De même, la recherche montre qu'en tant que société, nous passons beaucoup de temps et d'énergie à nous préoccuper de l'argent. Paradoxalement, nous passons très peu de temps à gérer nos finances personnelles. Un récent rapport de recherche sur le stress de l'American Psychological Association a montré que 72% des Américains se sentent quelquefois stressés par rapport à l'argent. Et plus du quart, 26% des Américains, se sentent stressés par rapport à l'argent souvent ou tout le temps. Entre-temps, le Bureau of Labor Statistics rapporte que les Américains ne consacrent que 0,5% de leur journée à la gestion du ménage, une catégorie qui comprend la gestion financière personnelle. C'est l'écart entre l'inquiétude et le comportement qui continue de démontrer l'importance des recherches contenues dans ce livre. La tâche et le privilège d'écrire l'avant-propos de cette édition du 20e anniversaire du Millionnaire d'à côté aurait dû revenir à mon père. C'est l'œuvre de toute une vie qui a élevé les finances personnelles au rang de référence avec la première édition. Il attendait avec impatience la publication de cette édition anniversaire, ravi de savoir que la recherche avait toujours de l'influence sur les personnes à la recherche de conseils sur la façon de vivre prudemment et avec succès leur vie financière. Le succès du livre et l'attention portée au message fondamental qui en a résulté ont été particulièrement gratifiants pour mon père, compte tenu de l'humble milieu ouvrier d'où il venait. Il a travaillé dur et a payé ses études universitaires et supérieures. Puis, il a bâti une entreprise de conseil prospère tout en enseignant. Durant ses recherches, il a interviewé des hommes et des femmes qui, en une génération, sont passés du néant à l'empire de la richesse, grâce à leur travail acharné et à leur persévérance. Il a également eu beaucoup de discussions et de partages d'expériences avec des gens qui ont hérité de leur richesse et qui ont fini par la dilapider. Le contraste frappant entre ces deux groupes est devenu l'objet de ses recherches dans les années qui ont suivi. Mon père était un ardent partisan de l'identification et de la poursuite de sa passion pour sa carrière. Il savait par ses recherches sur les riches et les propriétaires de petites entreprises que si vous êtes capable de trouver et de faire carrière dans ce qui vous passionne, vous n'aurez jamais l'impression que c'est du travail, comme cela a été le cas pour lui. Sa vie a été tragiquement écourtée en février 2015, à la suite d'un accident de voiture avec un conducteur ivre. Dans l'agitation médiatique qui s'en est suivie, certains commentateurs ont profité de l'occasion pour affirmer que les principes qui sous-tendent Le Millionnaire d'à côté n'étaient plus valables. Ils ont ridiculisé l'idée qu'il était possible de bâtir de la richesse en 2015 en se fondant uniquement sur un travail assidu, de la persévérance, du sérieux, des comportements prudents. C'est cette idée fausse répandue qui a fait du Millionnaire d'à côté une œuvre inestimable en 1996 et qui sert à justifier la conclusion que les recherches et le travail de mon père doivent se poursuivre en 2016 et au-delà. Il y a 20 ans, les données réelles ont servi à contredire les idées reçues sur les riches et ont prouvé empiriquement que l'on peut devenir indépendant sans avoir de riches bienfaiteurs ou un salaire élevé. Et les données continuent de soutenir cette conclusion aujourd'hui. Si mon père était là, il vous dirait la même chose. Sarah Stanley Fallow, docteur en philosophie. Le 12 janvier 2016. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres.
Chapitre 1. À la rencontre du millionnaire d'à côté. Ces gens-là ne peuvent pas être millionnaires. Ils n'ont pas l'air de millionnaires. Ils ne s'habillent pas comme des millionnaires. Ils ne mangent pas comme des millionnaires. Ils ne se comportent pas comme des millionnaires. Ils n'ont même pas des noms de millionnaires. Où sont les millionnaires qui ont l'air de millionnaires? Celui qui a dit ça était vice-président d'un service de gestion de patrimoine. Il a fait ses commentaires à la suite d'un entretien avec un groupe de discussion et d'un dîner que nous avons organisé pour 10 millionnaires de la première génération. Sa vision des millionnaires est celle de la plupart des gens qui ne sont pas riches. Il pense que les millionnaires possèdent des vêtements chers, des montres et d'autres accessoires de prestige. Nous avons constaté que ce n'est pas le cas. En fait, notre ami le gestionnaire de patrimoine dépense beaucoup plus pour ses costumes que le millionnaire américain moyen. Il porte également une montre à 5 000 $. Nous savons par nos enquêtes que la majorité des millionnaires n'a jamais dépensé 1/10 de 5 000 $ pour une montre. Notre ami conduit aussi un modèle actuel de voiture de luxe importée. La plupart des millionnaires ne conduisent pas les derniers modèles. Seule une minorité d'entre eux conduisent une voiture étrangère. La minorité de ceux qui conduisent des voitures de luxe étrangères est encore plus petite. Notre gestionnaire de patrimoine est adepte de la location, alors qu'une minorité seulement de millionnaires louent leur voiture. Mais posez cette question à l'Américain adulte typique. Qui ressemble le plus à un millionnaire? Serait-ce notre ami, le gestionnaire de patrimoine, ou l'une des personnes qui ont participé à notre entretien? Nous parions que la plupart des gens choisiraient de loin le gestionnaire de patrimoine. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Ce concept est peut-être mieux exprimé par ces riches et sages Texans qui se réfèrent aux personnes dont parle notre gestionnaire de patrimoine. Grand chapeau, petit troupeau. Nous avons entendu cette expression pour la première fois avec un Texan de 35 ans. Il possédait une entreprise très prospère qui reconstruisait de gros moteurs diesel. Mais il conduisait une voiture de 10 ans et portait un jean et une chemise en daim. Il vivait dans une maison modeste, dans un quartier de la classe moyenne inférieure. Ses voisins étaient des employés de la poste, des pompiers et des mécaniciens. Après avoir prouvé son succès financier par des chiffres réels, ce Texan nous a dit « Mon métier n'est pas glamour. Je ne joue pas un rôle. Je ne joue pas la comédie. La première fois que j'ai rencontré mes associés britanniques, ils m'ont pris pour un des chauffeurs de camion. Ils ont regardé partout dans mon bureau. Ils ont regardé tout le monde sauf moi. Alors, l'homme le plus âgé du groupe a dit « Oh, nous avons oublié que nous étions au Texas. Je n'ai pas de grand chapeau, mais j'ai un grand troupeau. » Portrait d'un millionnaire. Qui est le millionnaire américain type? Que vous dirait-il sur lui-même? Je suis un homme de 57 ans, marié et père de 3 enfants. Environ 70% d'entre nous gagnent 80% ou plus du revenu de notre ménage. Environ 1 sur 5 d'entre nous est à la retraite. Environ les 2/3 d'entre nous qui travaillons sont des travailleurs indépendants. Il est intéressant de noter que les travailleurs indépendants représentent moins de 20% des travailleurs en Amérique, mais représentent les 2/3 des millionnaires. De plus, 3 travailleurs indépendants sur 4 parmi nous se considèrent comme des entrepreneurs. La plupart des autres sont des professions libérales, comme les médecins et les comptables. Plusieurs types d'entreprises dans lesquelles nous évoluons pourraient être considérées comme normales et ennuyeuses. Nous sommes soudeurs, commissaires-priseurs, riziculteurs, propriétaires de parcs de mobil-home, chasseurs de nuisibles, marchands de pièces et de timbres, et entrepreneurs de dallage. Environ la moitié de nos épouses ne travaillent pas à l'extérieur de la maison. Et pour celles qui travaillent, la profession la plus répandue est enseignante. Le revenu annuel total imposable réalisé par notre ménage est de 131 000 $, médiane ou 50e percentile, tandis que notre revenu moyen est de 247 000 $. Il est à noter que ceux d'entre nous qui ont été classés dans la catégorie 500 000 $ à 999 999 $, 8%, et dans la catégorie 1 million de dollars ou plus, 5%,
on fait augmenter la moyenne. La valeur moyenne des avoirs des ménages est de 3,7 millions de dollars. Bien sûr, certaines générations ont accumulé beaucoup plus. Près de 6% ont des avoirs d'une valeur nette de plus de 10 millions de dollars. Encore une fois, ces gens faussent notre moyenne à la hausse. La valeur nette des avoirs d'un ménage millionnaire type, médiane ou 50e percentile, est de 1,6 million de dollars. En moyenne, notre revenu annuel total réalisé représente moins de 7% de notre patrimoine. En d'autres termes, nous vivons avec moins de 7% de notre richesse. 97% d'entre nous sommes propriétaires. Nous vivons dans des maisons dont la valeur moyenne actuelle est de 320 000 dollars. Environ la moitié d'entre nous occupent la même maison depuis plus de 20 ans. Ainsi, nous avons bénéficié d'une augmentation significative de la valeur de nos maisons. La plupart d'entre nous ne se sont jamais sentis désavantagés parce que nous n'avons pas reçu d'héritage. Environ 80% d'entre nous sont riches de première génération. Nous vivons bien en dessous de nos moyens. Nous portons des costumes bon marché et conduisons des voitures américaines. Seule une minorité d'entre nous conduit un nouveau modèle. Seule une minorité loue ses véhicules à moteur. La plupart de nos épouses sont des planificatrices et des gestionnaires de budget méticuleuses. En fait, seulement 18% d'entre nous n'étaient pas d'accord avec l'énoncé « La charité commence chez soi ». La plupart d'entre nous vous diront que nos épouses sont beaucoup plus prudentes avec l'argent que nous ne le sommes. Nous avons les fonds pour aller en enfer. En d'autres termes, nous avons accumulé suffisamment de richesses pour vivre sans travailler pendant 10 ans ou plus. Ainsi, ceux d'entre nous qui ont un patrimoine d'une valeur nette de 1,6 million de dollars pourraient vivre confortablement pendant plus de 12 ans. En fait, nous pourrions vivre plus longtemps que cela, puisque nous épargnons au moins 15% de ce que nous gagnons. Nous avons plus de 6 fois et demi le niveau de richesse de nos voisins non millionnaires. Mais, dans notre quartier, ces non-millionnaires sont plus nombreux que nous, 3 contre 1. Se pourrait-il qu'ils aient choisi d'échanger des richesses pour acquérir des biens matériels de haut standing? Les membres de notre groupe ont fait de bonnes études. Environ 1 sur 5 seulement n'est pas diplômé d'université. Beaucoup d'entre nous sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures. 18% sont titulaires d'une maîtrise, 8% d'un diplôme en droit, 6% d'un diplôme en médecine et 6% d'un doctorat. Seulement 17% d'entre nous ou nos conjoints avons déjà fréquenté une école secondaire privée ou un lycée privé. Mais 55% de nos enfants fréquentent ou ont fréquenté des écoles privées. Nous sommes tous persuadés que l'éducation est extrêmement importante pour nous-mêmes, nos enfants et nos petits-enfants. Nous dépensons beaucoup pour l'éducation de notre progéniture. Environ 2 tiers d'entre nous travaillent entre 45 et 55 heures par semaine. Nous sommes des investisseurs exigeants. En moyenne, nous investissons près de 20% du revenu réalisé de notre ménage chaque année. La plupart d'entre nous investissons au moins 15%. 79% d'entre nous ont au moins un compte auprès d'une société de courtage. Mais nous prenons nos propres décisions d'investissement. Près de 20% de la richesse de notre ménage est constituée de titres comme des actions cotées en bourse et des fonds communs de placement. Mais nous vendons rarement nos placements en actions. Nous épargnons encore plus dans nos régimes de retraite. En moyenne, 21% de la richesse de notre ménage se trouve dans nos entreprises personnelles. Nous considérons que nos filles sont financièrement handicapées par rapport à nos fils. Les hommes semblent gagner beaucoup plus d'argent, y compris dans les mêmes catégories professionnelles. C'est pourquoi la plupart d'entre nous n'hésiteraient pas à partager une partie de notre richesse avec nos filles. Nos fils, et les hommes en général, sont privilégiés dans le monde économique. Ils ne devraient pas avoir besoin d'aide de leurs parents. Quelles seraient les professions idéales pour nos fils et nos filles? Il y a environ 3,5 millions de ménages millionnaires comme le nôtre. Notre nombre augmente beaucoup plus vite que celui de la population globale. Nos enfants devraient penser à proposer un service de qualité aux personnes aisées. En général, nos conseillers financiers les plus fiables sont nos comptables. Nos avocats sont également très importants. Nous recommandons donc la comptabilité et le droit à nos enfants. Les conseillers fiscaux et les experts en planification successorale seront très demandés au cours des 15 prochaines années.
Je suis un radin. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai rempli un long questionnaire pour un billet de $1. Sinon, pourquoi aurais-je passé 2 ou 3 heures à être interviewé par ces auteurs? Ils m'ont payé $100, $200 ou $250. Oh, ils m'ont fait une autre offre. Donner de ma part l'argent que j'ai gagné pour mon interview à mon organisme de bienfaisance préféré. Mais je leur ai dit, je suis mon œuvre de charité préférée. Qu'entend-on par riche? Demandez à l'Américain moyen de donner la définition du mot riche. La plupart vous donneront la définition du Webster. Pour eux, le terme riche renvoie aux personnes qui disposent d'une abondance de biens matériels. Notre définition du mot riche est différente. Nous ne définissons pas les riches, les fortunés et les nantis en termes de possession matérielle. De nombreuses personnes qui affichent un mode de vie axé sur une consommation élevée ont peu ou pas d'investissement, des actifs appréciables, des actifs productifs de revenus, des actions ordinaires, des obligations, des entreprises privées, des droits pétroliers ou gaziers, ou des terrains forestiers exploitables. À l'inverse, les personnes que nous définissons comme étant riches prennent beaucoup plus de plaisir à posséder des quantités importantes d'actifs valorisables qu'à adopter un mode de vie axé sur une consommation élevée. La définition nominale de riche. Une façon de déterminer si quelqu'un est riche ou non est basée sur la valeur nette, le bétail, et non les possessions. La valeur nette est définie comme la valeur actualisée de l'actif moins le passif, à l'exclusion du principe des comptes en fiducie. Dans ce livre, nous définissons le seuil de richesse comme le fait d'avoir une fortune nette d'1 million de dollars ou plus. Selon cette définition, seulement 3,5 millions des 100 millions de ménages américains, 3,5%, sont considérés comme riches. Environ 95% des millionnaires américains ont une fortune nette se situant entre 1 et 10 millions de dollars. L'essentiel de ce livre est consacré à ce segment de la population. Pourquoi se concentrer sur ce groupe? Parce que ce niveau de richesse peut être atteint en une génération. De nombreux Américains peuvent y arriver. Quel devrait être votre niveau de richesse? Une autre façon de déterminer si une personne, un ménage ou une famille est riche ou non est fondée sur la valeur attendue de ses avoirs nets. Le revenu et l'âge d'une personne en sont de puissants déterminants. En d'autres termes, plus le revenu d'une personne est élevé, plus la valeur de ses avoirs devrait être élevée, en supposant qu'elle est active et non retraitée. De la même façon, plus longtemps on génère des revenus, plus on a de chances d'accumuler de plus en plus de richesses. Ainsi, les personnes à revenus plus élevés, qui sont plus âgées, sont censées avoir accumulé plus de richesses que les actifs plus jeunes à faible revenu. Pour la plupart des Américains dont le revenu annuel est de 50 000 $ ou plus, et qui ont entre 25 et 65 ans, il existe un niveau de richesse correspondant prévu. Ceux qui se situent nettement au-dessus de ce niveau peuvent être considérés comme riches par rapport aux autres membres de leur tranche d'âge et de revenus. Vous pouvez vous demander, comment une personne peut-elle être considérée comme riche si, par exemple, ses avoirs ne totalisent que 460 000 $? Après tout, elle n'est pas millionnaire. Charles Bobbins est un pompier de 41 ans. Sa femme est secrétaire. Ils ont un revenu annuel combiné de 55 000 $. Selon les résultats de notre recherche, les avoirs de M. Bobbins devraient être d'environ 225 500 $. Mais il en a bien plus que les autres dans sa catégorie revenu-âge. M. et Mme Bobbins ont réussi à accumuler des avoirs nets d'un montant supérieur à la moyenne. Ainsi, ils savent apparemment comment vivre des revenus d'un pompier et d'une secrétaire tout en épargnant et en investissant une bonne partie. Ils ont probablement un mode de vie peu consommateur qui pourrait permettre à M. Bobbins de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille pendant 10 ans sans travailler. Dans leur catégorie de revenus et d'âge, les Bobbins sont riches. Les Bobbins sont très différents du Dr John Ashton, 56 ans, dont le revenu annuel est d'environ 560 000 $. Quelle est la valeur des avoirs du Dr Ashton? Est-il riche? Si on en croit la définition, oui.
puisque la valeur nette de ses avoirs est de 1,1 million de dollars. Mais il n'est pas riche selon notre autre définition. Compte tenu de son âge et de son revenu, ses avoirs devraient représenter plus de 3 millions de dollars. Avec son mode de vie à forte consommation, combien de temps pensez-vous que le Dr Ashton pourrait subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille s'il n'était plus en activité? Peut-être pendant 2 ou 3 ans tout au plus. Comment savoir si vous êtes riche? Selon votre âge et votre revenu, quel devrait être le montant de vos avoirs aujourd'hui? Après des années d'enquête auprès de diverses personnes aux revenus et aux avoirs importants, nous avons mis au point plusieurs formules de calcul de la richesse fondées sur des équations multivariables. Cependant, il existe une règle empirique simple, tout à fait adaptée au calcul de la valeur des actifs nets attendus. Multipliez votre âge par le produit du revenu annuel avant impôt réalisé par votre ménage, toutes sources confondues, sauf les héritages. Divisé par 10. Vous obtiendrez la valeur nette attendue de vos avoirs, moins tout patrimoine hérité. Par exemple, si M. Anthony Duncan, âgé de 41 ans, gagne 143 000 $ par an et a des placements qui rapportent 12 000 $, il faudra multiplier 155 000 $ par 41. Cela équivaut à 6 355 000 $. Divisé par 10, le montant de ses avoirs devrait être de 635 500 $. Le montant des avoirs de Mme Lucy Frankel, qui a 61 ans et qui dispose d'un revenu annuel total de 235 000 $, devrait être de 1 433 500 $. Compte tenu de votre âge et de votre revenu, vos avoirs sont-ils en adéquation avec ce calcul? Où vous situez-vous dans le continuum de la richesse? Si vous vous situez dans le quartile supérieur pour l'accumulation de richesse, vous êtes un ARP, ou accumulateur de richesse prodigieux. Si vous vous situez dans le quartile inférieur, vous êtes un ARI, un accumulateur de richesse inférieure. Êtes-vous un ARP, un ARI, ou simplement un ARM, accumulateur de richesse moyen? Nous avons développé une autre règle simple. Pour être bien positionné dans la catégorie des ARP, vos avoirs nets doivent être équivalents à 2 fois le niveau de richesse attendu. En d'autres mots, les avoirs nets, la richesse nette de M. Duncan, devrait être au minimum équivalent au double de la valeur attendue pour sa tranche de revenus et d'âge, ou 635 500 $ multiplié par 2 égale 1 271 000 $. Si la valeur des avoirs de M. Duncan avoisine les 1,27 million de dollars ou plus, c'est un accumulateur de richesse prodigieux. Inversement, que se passe-t-il si son niveau de richesse est inférieur ou égal de moitié au niveau de richesse attendu dans cette tranche de revenus d'âge? M. Duncan sera-t-il considéré comme un ARI si son niveau de richesse est de 317 750 $ ou moins, ou la moitié de 635 500 $? ARP versus ARI. Les ARP sont des bâtisseurs de richesse, c'est-à-dire que ce sont les plus aptes à bâtir un patrimoine financier par rapport aux autres membres de leur tranche de revenus ou d'âge. Les ARP ont généralement une fortune 4 fois plus importante que celle accumulée par les ARI. Le contraste entre les caractéristiques des ARP et des ARI est l'un des aspects les plus révélateurs des recherches que nous avons menées au cours des 20 dernières années. 2 études de cas révèlent un bon exemple de la différence entre les ARP et les ARI. M. Miller Booba Richards, 50 ans, est propriétaire d'une concession de mobil-home. L'an dernier, le revenu total de son ménage était de 90 200 $. Le patrimoine net de M. Richards, calculé au moyen de l'équation de la richesse, devrait s'élever à 451 000 $. Mais Booba est un ARP. La valeur réelle de ses avoirs est de 1,1 million de dollars. Son homologue est James Ford II. M. Ford, 51 ans, est avocat. L'an dernier, son revenu était de 92 330 $, soit un peu plus que celui de M. Richards. Quelle est la fortune réelle de M. Ford? Son niveau de richesse prévu? La valeur des avoirs de M. Ford est de 226 511 $, tandis que son niveau de richesse prévu, encore une fois calculé d'après l'équation de la richesse,
est de 470 883 $. Selon notre définition, M. Ford est un accumulateur de richesses inférieure. M. Ford a passé 7 ans à l'université. Comment peut-il avoir moins d'argent qu'un revendeur de mobil-home? En fait, la fortune de M. Richards est près de 5 fois supérieure à celle de M. Ford. Et n'oubliez pas que les deux font partie de la même tranche d'âge et de revenus. En essayant de répondre à la question ci-dessus, posez-vous 2 questions très simples. Combien d'argent faut-il pour assurer le mode de vie de la classe moyenne supérieure d'un avocat et de sa famille? Combien d'argent faut-il pour maintenir le style de vie de la classe moyenne ou même ouvrière d'un revendeur de mobil-home et de sa famille? De toute évidence, M. Ford, l'avocat, doit dépenser une part beaucoup plus importante du revenu de son ménage pour conserver et afficher le style de vie de la classe moyenne supérieure de sa famille. Quelle est la marque d'un véhicule automobile qui correspond au statut d'avocat? Une marque de luxe étrangère, sans doute. Qui a besoin de porter un costume de haute qualité différent chaque jour pour travailler? Qui doit adhérer à un ou plusieurs country clubs? Qui a besoin d'argenterie Tiffany et de vaisselle coûteuse? M. Ford, l'ARI, a une plus grande propension à dépenser que les membres du groupe des ARP. Les ARI ont tendance à vivre au-dessus de leurs moyens. Ils privilégient la consommation. Ils ont tendance à minimiser l'importance de bon nombre de facteurs clés qui sous-tendent la création de richesses. Vous ou vos ancêtres? La plupart des millionnaires américains sont riches de première génération. Comment font des gens d'origine modeste pour devenir millionnaires en une génération? Comment se fait-il qu'un si grand nombre de personnes ayant des antécédents socio-économiques similaires n'accumulent jamais, même modestement, de la richesse? La plupart des gens qui deviennent millionnaires ont confiance en leurs propres capacités. Ils ne perdent pas de temps à se demander si leurs parents étaient riches ou non. Ils ne croient pas qu'il faille naître riche. Inversement, les personnes d'origine modeste, qui croient que seuls les riches produisent des millionnaires, sont prédéterminées à rester pauvres. Vous avez toujours pensé que la plupart des millionnaires naissent avec des cuillères en argent dans la bouche? Si oui, réfléchissez aux faits suivants, résultat de nos recherches sur les millionnaires américains. Seulement 19% d'entre eux reçoivent un revenu ou un patrimoine de quelque nature que ce soit venant d'un fonds en fiducie ou d'une succession. Moins de 20% d'entre eux ont hérité de 10% ou plus de leur fortune. Plus de la moitié n'ont jamais reçu ne serait-ce qu'1 dollar en héritage. Moins de 25% d'entre eux ont bénéficié d'un acte de bonté de 10 000 $ ou plus provenant de leurs parents, grands-parents ou d'autres membres de la famille. 9% n'ont jamais reçu un seul dollar en cadeau venant de la propriété d'une entreprise familiale. Les parents ou d'autres membres de la famille de près de la moitié d'entre eux ne leur a jamais donné de quoi payer leurs frais d'université. Moins de 10% pensent recevoir un héritage dans le futur. L'Amérique continue d'offrir de grandes perspectives à ceux qui souhaitent accumuler de la richesse en une génération. En fait, l'Amérique a toujours été une terre d'opportunités pour ceux qui croient en la nature évolutive du système social et de l'économie de notre pays. Il y a plus d'une centaine d'années, c'était déjà vrai. Dans L'économie américaine, Stanley Bergott passe en revue une étude menée en 1892 sur les 4047 millionnaires américains. Il rapporte que 84% d'entre eux étaient de nouveaux riches ayant atteint le sommet sans bénéficier de la richesse héritée. La domination britannique? Juste avant la Révolution américaine, la plus grande partie de la richesse de cette nation était détenue par les propriétaires fonciers. Plus de la moitié des terres appartenaient à des personnes nées en Angleterre ou bien nées en Amérique de parents anglais. Plus de la moitié de la richesse de cette nation est-elle d'origine anglaise? Non. L'un des principaux mythes concernant la richesse dans ce pays a trait à l'origine ethnique. Trop de gens pensent que la population aisée de l'Amérique est principalement composée de descendants directs des voyageurs du Mayflower. Examinons objectivement cette hypothèse. Et si le pays d'origine était le principal facteur expliquant les différences de richesse?
On s'attendrait à ce que plus de la moitié de la population millionnaire de l'Amérique soit d'origine anglaise. Ce n'est pas le cas. Voir tableau 1.1 dans l'annexe. Dans notre plus récente enquête nationale auprès des millionnaires, nous avons demandé aux répondants de désigner leur pays d'origine, d'ascendance, origine ethnique. Les résultats pourraient vous surprendre. Ceux qui ont répondu anglaise comme origine ethnique représentent 21,1% de la population millionnaire. Les personnes d'origine anglaise représentent 10,3% de la population des ménages américains en général. En d'autres termes, ce groupe a un ratio de concentration de millionnaires de 2,06, 21,1% de tous les ménages millionnaires divisé par 10,3% de tous les ménages d'origine anglaise. Ce qui signifie que dans cette tranche de ménages américains, les personnes d'origine anglaise ont 2 fois plus de chances d'être chefs d'une famille de la catégorie des millionnaires. Et pourtant, quel est le pourcentage du groupe d'ascendance anglaise en Amérique dans la catégorie des millionnaires? Vous pensez que le groupe des Anglais occupe la première place? En fait, il se classe 4e. Selon nos recherches, 7,71% de tous les ménages de la catégorie anglaise ont une fortune nette d'au minimum 1 million de dollars. 3 autres groupes ancestraux ont des concentrations beaucoup plus élevées de millionnaires. Comment est-il possible que le groupe d'ascendance anglaise n'ait pas la plus forte concentration de ménages millionnaires? Ils ont pourtant été parmi les premiers Européens à arriver dans le Nouveau Monde. Ils étaient en première ligne pour tirer un avantage économique de cette terre d'opportunités. Dans l'Amérique coloniale de 1790, plus des 2/3 des ménages étaient dirigés par un travailleur indépendant. En Amérique, les réalisations de la génération actuelle expliquent davantage l'accumulation de richesses que ce qui s'est produit dans le passé. Encore une fois, la plupart des millionnaires américains d'aujourd'hui, environ 80%, sont riches de la première génération. Généralement, les fortunes accumulées par ces personnes auront disparu avec la 2e ou la 3e génération. L'économie américaine est fluctuante. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de devenir riches. Et il y en a beaucoup d'autres qui sortent de la catégorie des riches. Groupes ancestraux prédominants. Si le groupe d'ascendance anglaise n'a pas la plus forte concentration de ménages millionnaires, quel est le groupe qui l'a? Le groupe d'ascendance russe occupe le 1er rang, le groupe écossais le 2e et le groupe hongrois le 3e. Bien que le groupe d'ascendance russe ne représente qu'environ 1,1% de tous les ménages en Amérique, il représente 6,4% de tous les ménages millionnaires. Nous estimons qu'environ 22 ménages sur 100, dirigés par une personne d'ascendance russe, ont un patrimoine de 1 million de dollars minimum. C'est un contraste frappant avec le groupe d'ascendance anglaise, dans lequel seulement 7,71% de ses membres sont dans la Ligue des millionnaires. Quelle est la richesse totale de ce groupe de millionnaires russo-américains? Nous estimons qu'elle est d'environ 1,1 milliard de dollars, soit près de 5% de toute la richesse personnelle de l'Amérique d'aujourd'hui. Comment expliquer la productivité économique des Russes américains? En général, la plupart des millionnaires américains sont des chefs d'entreprise. La grande majorité des Russes sont des chefs d'entreprise. De plus, cet esprit entrepreneurial semble se transmettre d'une génération de Russes à l'autre. Le groupe d'ascendance hongroise a également un penchant pour l'esprit d'entreprise. Ce groupe ne constitue que 0,5% de tous les ménages du pays et pourtant, il représente 2% des ménages millionnaires. Comparons cela au groupe d'ascendance allemande, qui représente près d'1 ménage sur 5 dans ce pays, 19,5%. Seulement 17,3% de tous les ménages millionnaires sont dirigés par des personnes d'origine allemande, et seulement 3,3% environ des ménages allemands sont dans la Ligue des millionnaires. Les Écossais économes. Le groupe d'ascendance écossaise ne représente que 1,7% de l'ensemble des ménages. Mais il compte pour 9,3% des ménages millionnaires en Amérique. Ainsi, en termes de concentration, le groupe d'ascendance écossaise est 5 fois plus susceptible, 5,47, de contenir des ménages millionnaires que ce à quoi on pourrait s'attendre de la part globale des ménages américains, 1,7%.
Le groupe d'ascendance écossaise se classe au 2e rang pour ce qui est du pourcentage de son clan présent dans la Ligue des millionnaires. Près de 21 de ses ménages sur 100 sont millionnaires, 20,8. Qu'est-ce qui explique le rang élevé de groupes d'ascendance écossaise? Il est vrai que de nombreux Écossais ont fait partie des premiers immigrants en Amérique. Mais ce n'est pas la raison principale de leur productivité économique. Souvenez-vous que les Anglais figuraient parmi les premiers immigrants, mais leurs taux de concentration sont moins élevés que ceux des Écossais. Songez aussi que les Écossais ne jouissaient pas de la même situation économique stable que les Anglais pendant les premières années de la nation. Compte tenu de ces faits, on pourrait penser que le groupe d'ascendance anglaise représenterait une plus forte concentration de ménages millionnaires que le groupe écossais. Mais c'est tout le contraire. Encore une fois, le groupe d'ascendance écossaise a un niveau de concentration presque 3 fois supérieur à celui du groupe anglais, 5,47 contre 2,06. Qu'est-ce qui rend alors le groupe d'ascendance écossaise unique? Si un groupe d'ascendance a une forte concentration de millionnaires, quelles sont les caractéristiques de revenus auxquelles on peut s'attendre pour ce groupe? On pourrait penser que le groupe aurait une concentration tout aussi élevée de producteurs à revenus élevés. Le revenu est fortement corrélé aux actifs nets. Plus des 2/3 des millionnaires américains ont un revenu familial annuel de 100 000 $ ou plus. En fait, cette corrélation existe pour tous les principaux groupes d'ascendance, sauf un, les Écossais. Ce groupe compte un nombre beaucoup plus élevé de ménages aux actifs nets élevés que ce qui peut s'expliquer par la présence de ménages à revenus élevés uniquement. Les ménages d'ascendance écossaise à revenus élevés représentent moins de 2% de tous les ménages à revenus élevés en Amérique. Mais n'oubliez pas que le groupe d'ascendance écossaise représente 9,3% des ménages millionnaires en Amérique aujourd'hui. Plus de 60% des millionnaires d'ascendance écossaise ont un revenu annuel inférieur à 100 000 $. Aucun autre groupe d'ascendance n'a une concentration aussi élevée de millionnaires provenant d'une si petite concentration de ménages à revenus élevés. Si les revenus ne suffisent pas à expliquer la richesse du groupe d'ascendance écossaise en Amérique, quels facteurs expliquent ce phénomène? Il y a plusieurs facteurs fondamentaux. Premièrement, les Écossais américains ont tendance à être économes. Compte tenu du revenu d'un ménage, il existe une espérance mathématique correspondante du niveau de consommation. Les membres de ce groupe ne répondent pas à de telles prévisions. En moyenne, ils vivent bien en deçà de la norme dans diverses catégories de revenus. Ils vivent souvent dans des environnements qu'ils ont conçus eux-mêmes et qui sont relativement rares. Un ménage d'ascendance écossaise ayant un revenu annuel de 100 000 $ consommera de la même façon qu'un ménage américain type ayant un revenu annuel de 85 000 $. Le fait d'être économe leur permet d'épargner davantage et d'investir davantage que les autres dans des groupes de revenus semblables. Ainsi, le même ménage d'origine écossaise produisant un revenu de 100 000 $ économise et investit à un niveau comparable à celui d'un ménage américain typique qui gagne près de 150 000 $ par année. Dans les chapitres qui suivent, nous vous révélons les prix les plus élevés que les millionnaires types ont déclaré payer pour des costumes, des chaussures, des montres et des véhicules automobiles. Un nombre beaucoup plus élevé de millionnaires d'ascendance écossaise ont déclaré avoir payé moins cher que la norme pour chaque article que tous les millionnaires de l'échantillon. Par exemple, plus des 2/3 des millionnaires écossais, 67,3%, ont payé leur véhicule automobile moins cher que tous les millionnaires interrogés. Parce qu'ils accumulent des richesses, les riches d'ascendance écossaise ont des richesses à transmettre à leur progéniture. Nos recherches révèlent que la progéniture écossaise devient généralement indépendante sur les plans économiques et affectifs, même lorsqu'elle est jeune adulte. Ainsi, ils ont tendance à ne pas dilapider la richesse de leurs parents. Les membres du groupe d'ascendance écossaise ont su inculquer leurs valeurs d'économie, de discipline, de réussite économique et d'indépendance financière aux générations successives. Ces valeurs sont également des traits typiques de la plupart des millionnaires qui ont fait leur propre fortune. Petite population. On constate souvent une sous-représentation des groupes issus des petites populations dans les études sur les riches. Pourtant, nombre d'entre eux contiennent de fortes concentrations de ménages riches. Quels petits groupes en particulier?
Nous estimons que les 15 groupes d'ascendance à faible population présentés dans le tableau 1-2 comptent au moins 2 fois plus de millionnaires que la proportion de ménages américains. Seulement environ 3,5% de l'ensemble des ménages américains font partie de la Ligue ayant une fortune d'1 million de dollars ou plus. On estime que tous les groupes énumérés dans le tableau 1-2 contiennent au moins le double de cette proportion. Au total, l'ensemble des 15 représente moins de 1% de tous les ménages aisés. En fait, il existe des preuves irréfutables d'une relation inverse entre la taille d'un groupe ancestral et la proportion de ses membres qui sont riches. En d'autres termes, les groupes d'ascendance plus importants contiennent en moyenne des proportions plus faibles de millionnaires que les groupes plus petits. Qu'en est-il du nombre d'années qu'un membre type d'un groupe d'ascendance a passé en Amérique? Plus le temps passé ici est long, moins il est probable qu'il produira un pourcentage disproportionné de millionnaires. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que nous sommes une société de consommation. En général, plus le membre moyen d'un groupe d'ascendance est resté longtemps en Amérique, plus il ou elle aura de chances de devenir pleinement socialisé à notre mode de vie à haute consommation. Il y a une autre raison. Les Américains de première génération ont tendance à être des travailleurs indépendants. Le travail indépendant est une corrélation positive majeure de la richesse. Cela ne veut pas dire que le fait d'être travailleur indépendant ou d'être Américain de première génération assure une appartenance au sein des rangs des millionnaires. La plupart des travailleurs indépendants américains n'accumuleront jamais des niveaux de richesse, même modestes. Il en va de même pour la plupart des Américains de première génération. Mais 23 millions de personnes dans ce pays aujourd'hui sont nées ailleurs. Il s'agit d'un vaste patrimoine génétique. Notez également que 12% des 500 meilleurs chefs d'entreprise du magazine INC sont Américains de première génération. On pourrait s'attendre à ce que les fils, les filles et les petits-fils et les petites-filles de ces personnes réussissent automatiquement encore mieux qu'eux sur le plan économique. Pas vraiment. Nous traiterons plus en détail des transferts intergénérationnels au chapitre 5 et 6. Mais permettez-nous à ce stade d'expliquer pourquoi la génération suivante est souvent moins productive économiquement que la précédente. Victor et ses enfants. Prenons le cas de Victor, un entrepreneur prospère de la première génération d'Américains. Les entrepreneurs comme lui se caractérisent généralement par leur esprit économe, leur statut inférieur, leur discipline, leur consommation réduite, leurs risques limités et le fait qu'ils travaillent très dur. Mais une fois que ces merveilles génétiques sont devenues des succès financiers, que faire? Qu'enseignent-ils à leurs enfants? Les encouragent-ils à suivre l'exemple de papa? Leurs enfants deviennent-ils aussi entrepreneurs en toiture, entrepreneurs en excavation, marchands de ferraille, etc.? Il y a de fortes chances qu'ils ne le fassent pas. Moins d'1 sur 5 le fait. Victor veut que ses enfants aient une vie meilleure. Mais qu'est-ce que Victor veut dire exactement quand il dit ça? Il veut dire que ses enfants doivent faire de bonnes études et avoir un statut professionnel beaucoup plus élevé que le sien. Aussi, mieux signifie de meilleurs biens. De belles maisons, des voitures de luxe neuves, des vêtements de qualité, l'adhésion à un club. Mais Victor a négligé d'inclure dans cette définition un grand nombre des éléments qui ont été les pierres angulaires de son succès. Il ne se rend pas compte que le fait d'être bien éduqué comporte certains inconvénients économiques. Les enfants adultes bien éduqués de Victor ont appris qu'on s'attend à un niveau de consommation élevé chez les gens qui passent de nombreuses années dans les universités et les écoles professionnelles. Aujourd'hui, ces enfants sont des accumulateurs de richesses inférieures. Ils sont l'opposé de leur père, l'ouvrier, propriétaire d'entreprises prospères. Ces enfants se sont américanisés. Ils font partie de la génération à forte consommation qui reporte leur entrée dans le monde du travail. Combien de générations faut-il pour qu'un groupe ancestral qui compte aujourd'hui des milliers de Victor s'américanise? Quelques-unes seulement. La plupart d'entre eux passent à la norme américaine en l'espace d'1 ou 2 générations. C'est pourquoi l'Amérique a besoin d'un flux constant d'immigrants avec le courage et la ténacité de Victor. Ces immigrants et leur progéniture immédiate sont constamment nécessaires pour remplacer les Victors d'Amérique. Les auteurs, Toddy et Alex. Il y a plusieurs années, on nous a demandé de mener une étude sur les riches en Amérique.
nous avons été embauchés par Toddy, vice-président de la filiale d'une grande entreprise. Les ancêtres de Toddy étaient anglais. Ses aïeux sont arrivés en Amérique avant la guerre d'indépendance. Plus récemment, ils possédaient des aciéries en Pennsylvanie. Toddy, leur descendant direct, a fréquenté une école préparatoire prestigieuse en Nouvelle-Angleterre. Plus tard, il a obtenu son diplôme de l'université de Princeton. Pendant ses études, il a joué au football universitaire. Toddy, comme beaucoup de gens dans ce pays, avait toujours cru que les gens riches héritaient de leur fortune. Toddy croyait aussi que la plupart des gens riches avaient des racines anglaises. Alors, que sont devenues les opinions de Toddy après qu'il ait participé à l'enquête et rencontré les millionnaires des États-Unis? La plupart de ceux qu'il a rencontrés étaient riches de première génération. Et la plupart n'étaient pas d'origine anglaise. La plupart d'entre eux fréquentaient les écoles publiques. Ils conduisaient des voitures américaines. Ils préféraient les clubs sandwich au caviar. Et, contrairement à Toddy, la plupart étaient économes. Les découvertes de Toddy ont été enrichies par un autre événement. Au cours de notre mission, un entrepreneur nommé Alex a approché Toddy et les autres cadres supérieurs de la corporation. Alex voulait acheter la société qui employait Toddy. Qui était cet Alex d'ailleurs? Son père avait immigré de Russie dans ce pays avant la naissance d'Alex. Il était propriétaire d'une petite entreprise. Alex était diplômé d'une université d'État. Comment est-ce possible, demanda Toddy, que cet homme veuille et ait les ressources pour acheter l'entreprise? Le père d'Alex a répondu à la question très succinctement. Les Russes, ce sont les meilleurs marchands de chevaux. Alex est un multimillionnaire autodidacte. C'est l'histoire de la réussite américaine par excellence. À l'inverse, Toddy et d'autres comme lui sont une espèce en voie de disparition. Un jour, ils auront peut-être même disparu. C'est particulièrement vrai pour ceux qui passent beaucoup de temps à se rappeler comment leurs défunts ancêtres ont fondé des aciéries, des chemins de fer et des services de poney express il y a très longtemps. Chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé le livre. Vous pouvez écouter la version intégrale en suivant le lien dans la description. Nous vous souhaitons tout le meilleur et espérons que nos livres changeront votre vie pour le mieux.